informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 14 août 2020. Tout de suite les titres. Environ 500 Burundais ont été victimes de la traite des êtres humains durant l'année 2019, selon les enquêtes faites par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale. La traite des êtres humains continue au Burundi du fait qu'elle est favorisée par certains dirigeants du pays. Impossibilité d'enregistrer les nouveaux-nés des réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie depuis 5 mois. La raison est que les parents ont refusé de se faire rapatrier de force. La direction du lycée communal Kivoga en commune et province Lutana n'a pas encore délivré le procès verbal de délibération des élèves finalistes suite au manque d'entente entre les enseignants et le directeur de cette école. Voilà pour le sommaire. Lucie Kaveira est à la cabine de son. Inès Gakidza à d'image. Encore une fois, bienvenue en page sécurité. Le gouvernement burundais devrait cesser de chanter ses projets, s'atteler plutôt au désarmement de la population qu'il a lui-même armée. Propos d'Encher Nikoyagidze, président de la Ligue TK, après que 3 enfants aient été victimes d'une attaque à la grenade perpétrée ce jeudi matin sur la colline Gahahe, zone Kinama de la mairie de Bujumbura. Suivez Encher Nikoyagidze. Dans des criminalités augmentent. Il y a beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup, et voilà, hier, comme on vous dit, les enfants ont été tués par des grenades, et cela montre combien l'animosité a augmenté de la population burundaise, combien aussi il y a des armes. Nous, ce qui nous échappe, c'est que nous voyons que le gouvernement ne fait rien. Dans ce discours, c'est toujours il parle de la paix, il parle de la sécurité, mais rien ne suffit. Ces armes qui sont au niveau de la population, ces armes qui circulent, sont dans les mains des personnes qui sont connues. La majorité des armes se trouvent dans les mains des Imbonerakure. Il y en a aussi d'autres qui sont approvisionnés de ces armes. Donc, et pour cas, il faut d'abord ramasser toutes les armes qui ont été distribuées aux jeunes Imbonerakure. Le gouvernement savent où sont ces armes, il savent les personnes qui sont en possession de ces armes. Et pourquoi pour nous, à la RTK, nous voyons que c'est vraiment facile. Et si le gouvernement s'implique, il peut le faire dans moins d'une semaine. Il peut ramasser toutes les armes qui sont au niveau de la population. Mais aussi, ça c'est la conséquence pour l'impunité. Il faut punir ces gens qui font ces actes. Non, vraiment, la lutte contre l'impunité, il faut punir. Et là, tout ce rôle, c'est un combat au gouvernement. C'était Encher Nikoyagidze, toujours à propos de cette grenade qui a fait des victimes sur la colline Gahahe. Le gouvernement du Burundi devrait mieux protéger la vie de ses citoyens en général et celle des enfants en particulier, surtout en cette période où la prolifération des armes ne cesse de faire des victimes innocentes. Réaction d'un membre du mouvement des parents et pris dopé. Juliette Nijimbele demande que le responsable de ce crime soit puni conformément à la loi. Juliette Nijimbele. C'est vraiment très indignant. Je ne sais même pas comment qualifier ça parce que je trouve que le gouvernement de Gitega devrait prendre des mesures qui protègent la population burundaise et beaucoup plus les enfants. Là, ils étaient vraiment en train de jouer et ils devraient avoir un espace où il n'y a pas des armes qui les attendent. C'est vraiment très grave ce qui se passe au Burundi. Ces armes, la plupart des fois, ont été distribuées à des groupes comme les Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir, qui ont ces dernières années fait des choses abominables à la population et qui faisaient peur, qui terrorisaient. Et je me demande maintenant, avec ce nouveau gouvernement qui vient d'être élu, mis en place cette année, ce qu'il a déjà fait. On entend très souvent dire que c'est l'État d'équité, l'État travailleur avec beaucoup de zèle, mais est-ce que ce zèle, il ne le mettrait pas au profit de la population et protéger ses enfants, protéger tout le peuple burundais? Nous implorons
ce gouvernement n'a jamais dit quoi que ce soit à propos des armes qui circulent dans la population burundaise et plus particulièrement dans les jeunes Imbonerakure. Il n'a jamais dit qu'il allait les désarmer. C'est une action très importante qui pourrait vraiment donner du crédit à ce gouvernement, c'est de désarmer tous ceux qui sont en détention d'armes depuis des années. De cette façon, les Burundais pourraient retrouver la paix, pourraient retrouver la sécurité et pourraient vivre sans la peur au ventre. C'était Juliette Nijimbere en page droit de l'homme, recrudescence des viols et autres crimes perpétrés contre les femmes et les jeunes filles depuis l'entrée en fonction du président Évariste Ndayishimiye, constant de l'organisation SOS Torture. Depuis que le Burundi est doté de nouveaux dirigeants, il y a presque 2 mois, SOS Torture révèle au moins 7 femmes et jeunes filles tuées après avoir été violées. L'élément sonore n'est pas encore disponible, nous allons y revenir. À peu près 500 Burundais ont été victimes de la traite des êtres humains durant l'année 2019, convaincus par la promesse d'être embauchés à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. Une fois dans ces pays, les victimes y sont maltraitées. Ceci figure dans les enquêtes faites par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT. Où est ton frère? Dans son rapport de l'année 2019, cette association explique que la traite continue au Burundi car faite sous la bénédiction de certaines hautes autorités du pays. Nous allons également revenir sur cet élément sonore qui n'est pas encore disponible. Tout de suite, la page justice. En page justice, la cour d'appel de Makamba a condamné ce vendredi 7 personnes à un emprisonnement de 10 ans pour extorsion. Parmi eux, le commissaire communal de la police à Kayogoro, le chef de zone Bigina et le responsable des jeunes Imbonerakure dans cette localité. 6 autres personnes ont été condamnées à une peine de 5 ans de prison ferme pour la même infraction d'extorsion, tandis que 3 autres ont été acquittés par la cour. Ils étaient au total 16 prévenus. Les 13 coupables devront aussi verser chacun une amende de 1 400 000 francs burundais comme dommage et intérêt aux 17 personnes victimes de leurs abus et exactions. L'infraction d'assassinat n'a pas été considérée par la cour d'appel. Toujours en parlant justice, détention depuis 9 mois et 23 jours de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains et des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Parlons éducation. La direction du lycée communal Kivoga en commune et province Lutana n'a pas encore donné le procès verbal de délibération des élèves finalistes. Les enseignants de cet établissement auraient refusé d'apposer leur signature sur ce procès après qu'il ait été modifié par le directeur de la dite école pour faire réussir un des élèves finalistes alors que ce dernier n'a pas fait tous les examens de fin d'année. Le point avec Onésime Dushimagidze. Ces enseignants du lycée communal Kivoga indiquent que lors de la première délibération des élèves finalistes, ils ont conclu que l'élève Jean Shimirimana doit refaire l'année parce qu'il n'a pas passé tous les examens de fin d'année. Ils précisent qu'ils ont été surpris d'apprendre que le directeur Gérard Ngendakuriyo, avec la complicité du directeur de l'enseignement en commune Rutana, Révérien Namvukiye, a modifié le procès verbal de la première délibération pour permettre à l'élève Jean Shimirimana d'avoir un certificat de réussite, comme l'indique un de ses enseignants. Lors de la première délibération, c'est le directeur lui-même qui nous a lu ce que dit la loi sur le cas de l'élève Jean Shimirimana. Nous avons conclu ensemble que, conformément à la loi en vigueur, l'élève doit reprendre l'année. On se demande sur quels critères ils se sont basés pour octroyer à cet élève un certificat de réussite. Nous ne sommes pas concernés par ce soi-disant procès verbal qui a été rédigé en violation de la loi.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils l'ont gardé sur eux. Certains membres du personnel de la direction communale de l'enseignement en commune Rutana indiquent qu'ils attendent toujours ce procès verbal. Ils précisent qu'ils ont été surpris d'apprendre que l'élève Jean Shimirimana a passé l'examen d'État avant que ce procès verbal ne leur soit parvenu. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gérard Ndakuriyo, directeur du lycée communal de Kivoga, ainsi que Révérien Hamvoukiye, directeur communal de l'enseignement à Rutana, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Onésime Douchema Guizé. Toujours en page éducation, permettre aux élèves qui n'ont même pas eu 50% au concours national de la 9e année, donnant accès au cycle supérieur de l'école post-fondamentale, n'encourage pas l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est en substance la réaction de Lali Niwidi après que le ministère de tutelle ait fixé à 38% la note exigée pour avancer de classe. Cette pédagogue qui suit de près le secteur éducatif au Burundi appelle au gouvernement à se ressaisir. Elle invite à revoir son système éducatif. Elali Niwidi. Le fait d'orienter dans les écoles post-fondamentales des enfants qui ont jusqu'à 38% au concours national, c'est pas normal. Mais si on analyse le système scolaire burundais, c'est devenu chose normale parce que c'est une pratique qui se fait souvent. En fait, le concours national, c'est une compétition et ce sont les meilleurs qui avancent conformément aux places disponibles dans ces écoles-là. Nous constatons que seuls ceux qui ont 104% et plus ont droit à l'orientation à l'école post-fondamentale publique ou avec internat. Et cela est un privilège pour ces enfants parce que ces écoles publiques bénéficient d'une éducation de qualité, car ce sont des écoles qui ont des bibliothèques, qui ont des laboratoires, qui ont des équipements scolaires, qui ont des professeurs qualifiés. Malheureusement, les élèves qui ont en dessous de 100% jusqu'à 38%, ils accèdent à l'école communale. Or, nous connaissons les problèmes, la pauvreté de ces écoles communales qui n'ont pas de professeurs qualifiés, qui n'ont pas de matériel didactique et qui n'ont pas des équipements de laboratoire, mais aussi qui ne reçoivent pas l'encadrement pédagogique nécessaire. Alors, vous comprenez que nous créons deux catégories d'élèves. Le fossé entre 38% et 100% est très grand. Normalement, on ne devrait laisser avancer à l'école post-fondamentale que les enfants qui ont un certain niveau, au moins de 50%. Car les inégalités qui vont se créer vont se faire remarquer surtout à la fin des humanités, quand il faut faire l'examen d'État. Comment un élève qui aura avancé avec une note inférieure à 50% va se mesurer dans une même compétition à l'examen d'État avec celui qui a avancé avec une note élevée et avec un encadrement pédagogique plus ou moins appréciable que nous pouvons appeler de qualité. Et ils n'auront pas accès aux meilleures orientations à l'université, mais aussi ils n'auront pas accès à la bourse d'études une fois à l'université. Et la recommandation serait qu'il faut que ces enfants qui ont un pourcentage inférieur à 50% bénéficient d'un encadrement de qualité, bénéficient d'une mise à niveau et puissent être préparés à affronter l'examen d'État au même pied d'égalité que ces enfants qui ont été orientés dans les lycées. Revenons sur la page droits de l'homme. Recrudescence des viols et autres crimes perpétrés contre les femmes et les jeunes filles depuis l'entrée en fonction du président Évariste Ndayishimiye, constant de l'organisation SOS Torture. Depuis que le Burundi est doté de nouveaux dirigeants il y a presque 2 mois, SOS Torture relève au moins 7 femmes et jeunes filles tuées après avoir été violées. Trésor Nyongabo nous donne les détails du rapport sorti ce vendredi par cette organisation. L'investiture du président Évariste Ndayishimiye avait été considérée comme une lueur d'espoir chez une partie des Burundais, y compris la société civile. Beaucoup sont ceux qui attendaient à le voir redresser la situation. Néanmoins, selon le rapport de l'organisation non gouvernementale SOS Torture Burundi, la déception l'emporte sur les espoirs que le nouveau président avait suscités. Cela apparaît dans le rapport de cette ONG consacrée aux crimes qui ont été perpétrés contre les femmes et les jeunes filles. En effet, en moins de 2 mois après l'entrée en fonction d'Évariste Ndayishimiye, SOS Torture a déjà enregistré 7 cas de femmes et filles violées,
puis cruellement assassinés, 2 cas de filles violées, une femme enlevée et une autre arbitrairement arrêtée. Pour la première catégorie qui concerne les femmes assassinées après avoir été violées, il s'agit de Chantal Mukarwego, Marie-Annick Ndaishemedze, Anita Nsavimana, Spes Nshimirimana et Anita Nshimirimana. Elles ont toutes été soit étranglées ou brûlées après avoir été violées. À celle-là s'ajoute une jeune fille de 18 ans qui n'a pas été identifiée, dont le corps a été découvert sur la colline Nyamugari, commune Buhiga et province Karusi. Il s'agit également de 2 corps d'Anne-Marie Nimobona, âgée de 37 ans, et son bébé de 2 mois, découvert dans un ruisseau sur la colline Bugama, commune Gisuru, dans la province de Ruyigi. La police n'a arrêté aucun suspect jusqu'à ce jour. Pour ce qui est des cas de viol, SOS Torture a répertorié 2 jeunes filles, toutes de la commune et province Bubanza. En date du 30 juin 2020, maître Yvette Nyokindi, avocate au barreau de Bujumbura, a été enlevée par des inconnus, puis retrouvée jetée à Rubirizi le lendemain. La police affirme que l'enquête se poursuit. S'agissant des arrestations arbitraires, SOS Torture donne l'exemple d'une certaine Marine Zinahora, membre du parti CNL, arrêtée le 9 juillet 2020 sur la colline Rudziba, commune Mugina en province de Chibitoke. La police l'a mise en détention au lieu d'instruire sa plainte contre un membre de la milice Imbonerakure. Merci Trésor Nyongabo. À peu près 500 Burundais ont été victimes de la traite des êtres humains durant l'année 2019. Convaincus par la promesse d'être embauchés à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe, une fois dans ces pays, les victimes y sont maltraitées. Ceci figure dans les enquêtes faites par l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère. Dans son rapport de l'année 2019, cette association explique que la traite continue au Burundi, car faite sous la bénédiction de certaines hautes autorités du pays. Le point avec Clovis Nyonzima. C'est Josiane Muzaneza plutôt. 497 personnes sont concernées par ce trafic. Il s'agit de 318 femmes et 82 jeunes enfants. Tous ont été victimes d'un groupe de personnes qui leur ont miroité un avenir meilleur. Mais une fois sur place, ils ont été sexuellement exploités. Dans son rapport, l'association ONLCT, Où est ton frère, indique que ce trafic d'êtres humains touche toutes les 18 provinces du pays, dont 4 ont été les plus affectées. Il s'agit entre autres de la province Karusi qui compte 91 victimes, suivie par Bujumbura Mairie avec 44 victimes. En troisième position vient la province de Rumonge avec 42 victimes et enfin celle de Kayanza avec 41 victimes. Tous avaient comme destination les pays du Golfe, notamment le Qatar, l'Oman, l'Arabie Saoudite ou le Koweït, pour ne citer que cela. Ce rapport affirme que le gouvernement du Burundi avait pourtant doublé d'efforts pour combattre ce trafic en bloquant toutes les voies empruntées par les auteurs, à savoir les voies routières ou maritimes. Ce qui malheureusement, poursuit le même rapport, n'a pas découragé ces trafiquants qui ont changé de stratégie, empruntant cette fois-ci la voie aérienne. Néanmoins, l'association ONLCT reconnaît que certaines hautes autorités du pays sont derrière ce trafic, raison pour laquelle il est de plus en plus difficile de l'éradiquer. Pour ceux, cette traite s'accentue de plus en plus, malgré la rigueur des lois nationales et internationales en la matière. De son côté, le gouvernement du Burundi reconnaît les faits. Au début de cette année, le ministre des Relations extérieures de l'époque avait promis qu'il allait y avoir une loi réprimant ce commerce pour que les Burundais qui se rendent à l'extérieur du pays à la recherche de l'emploi n'aient plus ce problème. Le ministre Ezekiel Nibigira l'avait révélé au mois de février de cette année. Pour votre information, le Conseil des ministres a déjà adopté cette loi. Il reste juste que le président y a posé sa signature. À ce moment-là, les Burundais ne seront plus maltraités, que ce soit ici chez nous ou à l'étranger, parce que tout le nécessaire sera là pour les aider. Selon les enquêtes de l'association ONLCT, l'effectif de ceux qui avaient été vendus en 2018 a augmenté de 33,55% en 2019. À part les conséquences de ce commerce dans les familles de ceux qui sont vendus, même le pays n'est pas épargné.
En effet, au mois de juillet, les États-Unis d'Amérique ont placé le Burundi au 3e rang parmi les pays qui ne fournissent aucun effort pour abolir ce commerce d'êtres humains. Selon le rapport du ministère des Relations extérieures des États-Unis d'Amérique, le Burundi a été rayé de la liste des pays qui sont assistés par son gouvernement. Merci Josiane Mouzanedza. Parlons réfugiés, impossibilité d'enregistrer les nouveau-nés des réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie depuis déjà 5 mois pour qu'ils soient inscrits. Le gouvernement tanzanien exige aux parents de se faire enregistrer pour être rapatriés et par conséquent le HCR n'accorde plus aux parents l'aide destinée aux nourrissons car non enregistrés. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Depuis le mois de mars, les enfants qui naissent dans le camp de Nduta ne sont pas enregistrés comme auparavant. Les réfugiés indiquent qu'auparavant, les nouvelles naissances étaient inscrites au registre par l'ONG Médecins sans frontières, puis enregistrées par le HCR. La décision d'interdire l'enregistrement des nouveau-nés a été prise par le responsable du camp, qui est également représentant du ministre de l'Intérieur au camp. Ce chef du camp nous a signifié que si nous voulons que nos enfants soient enregistrés, nous devons d'abord nous inscrire au rapatriement. Les réfugiés font savoir que ces bébés non enregistrés ne bénéficient pas de ce qui leur est dû car ils ne sont pas reconnus par le HCR. Vous savez, lorsque l'enfant n'est pas enregistré au HCR, il ne peut rien bénéficier du HCR, que ce soit la nourriture, les vêtements ou du savon. S'il atteint un âge où il doit consommer des aliments, il consomme des aliments destinés aux adultes. Quand le bébé tombe malade et qu'il est nécessaire d'aller le faire soigner à l'extérieur du camp, c'est très difficile car il n'a pas de statut de réfugié. Ces réfugiés du camp de Nduta indiquent que cette attitude témoigne de la persécution à l'égard des réfugiés burundais qui se poursuit. Ils demandent au gouvernement tanzanien de les laisser enregistrer leurs enfants afin qu'ils bénéficient de tous les avantages destinés aux réfugiés. Nos sources à la maternité du camp de Nduta nous ont confié que 1200 bébés sont nés dans ce camp depuis le mois de mars. À ce propos, nous avons essayé de contacter Elisabeth Kate, représentante du HCR en Tanzanie, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Vicky Chris Nineret, c'est toujours en République tanzanienne. Le gouvernement tanzanien devrait laisser aux réfugiés le libre choix de se rapatrier conformément aux conventions internationales qu'il a ratifiées en rapport avec les réfugiés. Réaction du vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, CBDH Vicar en sigle. Léopold Sharangabo réagit après que le gouvernement tanzanien ne cesse de prendre des mesures contraignantes à l'endroit des Burundais réfugiés dans les camps de Nyarugusu et Nduta dans le but de les forcer à se rapatrier. Léopold Sharangabo. C'est vraiment déplorable ce que le gouvernement tanzanien est en train de faire aux réfugiés burundais se trouvant dans les camps. Ce qu'il vient de faire en détruisant les maisons de Nyarugusu, aussi l'empêchement de la réhabilitation de les maisons et le refus d'enregistrer des nouveaux-nés en Nduta, tout cela vient de confirmer ce que nous dénonçons souvent. Voilà aujourd'hui des preuves tangibles qui montrent que la Tanzanie a un rôle prépondérant dans le rapatriement forcé des réfugiés. Les réfugiés burundais en Tanzanie ou dans d'autres pays d'accueil sont les premiers à vouloir rentrer dans le pays. Pour l'instant, ils suivent avec une grande attention les orientations politiques du nouveau pouvoir, qui pour le moment ne rassure pas, étant donné que le système qui les a conduits à l'exil est toujours en place. Nous demandons au gouvernement tanzanien de se ressaisir sur ces décisions en se souvenant des conventions ratifiées en rapport avec les réfugiés et laisser aux réfugiés eux-mêmes de prendre la décision de l'entrée. Nous demandons au HCR de sortir du silence pour dire au gouvernement tanzanien de laisser les réfugiés tranquilles, étant donné que c'est le HCR qui suit quotidiennement les réfugiés. Nous demandons également à la communauté internationale de rappeler aux autorités tanzaniennes le respect des conventions signées et ratifiées par le pays en matière de protection des réfugiés. Dernier dossier de ce journal, certaines Burundaises du camp de réfugiés de Nakival-Nganda subissent des violences conjugales. Une d'entre elles affirme avoir été battue sans cesse par son mari pendant des années. Emile Nibasumba.
Cette femme dit que son mari a été assassiné en 2017 au Burundi alors qu'ils étaient en train de fuir le pays. Selon elle, un autre mari rencontré dans le camp des réfugiés de Nakival passait des journées à l'abattre. Il me battait à longueur de journée. C'est comme si c'était ma récompense. Et puis un jour, il est parti. Il m'a laissé une grossesse de 2 mois. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Les enfants qui ne peuvent pas faire des études à cause du manque de moyens. Cette femme réfugiée explique que les autorités du camp de Nakival et ses voisins étaient au courant des violences que lui faisait subir son mari. Ils venaient nous réconcilier. Mon mari semblait avoir accepté d'arrêter de me battre. Mais 3 ou 4 jours plus tard, il recommençait. En plus du passage à tabac, cette femme de 28 ans indique que son mari est parti après avoir vendu la plupart des équipements de la maison. C'est sur ce reportage d'Emile Nibasumba que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 14 août 2020. Merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail fait. Merci également à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.